Merci pour ceux et celles qui sont là dans la salle. Merci de l'existence du festival. Et pour cet intermède, court mais dense et intense sur le plan de la narration, une sorte d'antichambre avant la table ronde qui va avoir lieu sur l'égologie managériale, je vous propose une escapade. Une escapade qui se veut un voyage hagiographique compté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un voyage hagiographique compté sur le plan de l'inspiration, de l'aspiration et de la respiration. La géographie, nous allons utiliser, pour mes propos, 4 personnages, 2 hommes, 2 femmes, qui vont nous éclairer sur les logiques de transitivité comportementale. Vous savez, nous sommes toujours dans un entre-deux. Et la question qui nous est posée, ce sont ces questions suivantes. Comment basculer du confort à l'effort ? Comment basculer de la facilité à la volonté ? Comment basculer de la complaisance à la bienveillance? Comment basculer de la connivence à la compétence? Comment basculer de la négligence à l'exigence? Comment basculer de la nonchalance à la vaillance? Comment basculer du sujet au projet, du je au nous, du psy au spi, de l'ego à l'écho? Bref, comment basculer de la solitude des énergies à la synergie des attitudes? Alors, les 4 personnages vont nous apporter des clés, mais je vous le propose sous forme contée, parce que vous savez, le conte est une parole de la tendresse, c'est une parole de la reliance. Atemporel, intemporel, le conte est transtemporel et permet de transformer le petit en grand, le simple en noble, la mesure étroite en largesse magnanime. Et tout ceci sous forme de voyage, car voyager, c'est se souvenir. Se souvenir, c'est raconter. Raconter, c'est savoir. Savoir, c'est transmettre. Transmettre que c'est notre attitude, plus que nos aptitudes, qui détermine le degré d'altitude. Alors, en termes d'attitude, voyons ces 4 personnages qui vont nous éclairer à travers le temps et l'espace comment basculer de l'ego à l'écho. Et pour démarrer, je vous propose de partir au 7e siècle, avant Jésus-Christ, très loin dans le temps et dans l'espace, dans un pays qui a beaucoup compté dans l'histoire de l'humanité et qui aujourd'hui, hélas, est en proie au chaos et à la désolation. Je parle de la Bactriane de l'époque. Quand je vous dis Bactriane, peut-être ça évoque pas grand-chose pour vous. La Bactriane aujourd'hui, ce serait l'Afghanistan. Or, l'Afghanistan jadis a été un empire puissant et a beaucoup contribué à l'histoire de l'humanité. Et à cette époque-là, du côté de Balkh, une ville qui existe encore aujourd'hui, nous avions un couple. Un homme et une femme, parce que derrière chaque grand homme, il y a forcément une grande femme. Et on va parler de Hatim le sage, Hatim de Balkh, qui est considéré comme le plus grand philosophe de l'ouverture, 7e siècle avant Jésus-Christ. Hatim est tellement connu qu'il est respecté, il est aimé parce que sa parole est puissante, son jugement bienveillant, son silence invitant et son rire jubilatoire. Et partout, on le sollicite. Et un jour, un émissaire d'un empire naissant du côté de Babylone viennent à Balkh, pour pouvoir lui demander « Venez, enseignez votre savoir, votre sagesse chez nous à Babylone ». Il hésite, parce qu'il aime sa femme, il aime ses enfants, et Babylone, c'est loin. 4 mois de traversée à dos de chameau, pour uniquement 15 jours de présence. Est-ce que ça vaut le coup ? Et sa femme lui dit « Va, car la vie est transmission ». Et il part sous les conseils de sa femme, et il décide de partir à Babylone pour 15 jours de présence, 8 mois de traversée aller-retour. Il est porté par une conviction sans fin, cette capacité à semer. Et pendant le voyage, il en profite pour apprendre quelques rudiments de la langue parlée à Babylone, parce qu'il habite Balkh, à cette époque-là, il n'y a pas de langue universelle, et il essaye d'apprendre quelques rudiments de la langue. Il arrive à Babylone, et donc il enseigne, il transmet aux puissants, aux sages, aux gens d'en haut. Mais à chaque fois, en fin de journée, il prenait le temps de prendre son siège, un tabouret, et il allait dans la ville, pour pouvoir parler aux gens d'en bas, aux gens du peuple, essayer de transmettre également sa passion du savoir. Donc tel un aède, tel un poète, tel un conteur, il transmet. Alors on le prend pour un fou. Il parle comme ça, dans le vide. Mais vous savez, au cours des jours écoulés, il suffit qu'il y ait une personne, 2, 3, peu à peu, il y a une sorte de plèbe qui se met en place et progressivement, la ville de Babylone est suspendue à ses lèvres. Et on l'écoute. Et là, nous sommes entre le mythe, l'histoire et la géographie. Et on apprend qu'à un moment donné, une petite fille l'interpelle et lui dit « Maître, c'est effrayant quand vous parlez. Vous maîtrisez mal notre langue, vous faites plein de fautes d'orthographe, plein de fautes de syntaxe. Vous hachez notre belle langue à Babylone et pourtant, quand vous parlez, tout le monde vous écoute. Comment c'est possible ?»
Alors Hatim regarde cette petite fille et lui dit, tu sais ma fille, 3 choses me permettent de respecter le silence et d'être dans une résonance vibratoire avec les gens. 1, je suis heureux quand l'autre a raison. 2, je suis triste quand l'autre a tort. 3, évite d'agir de manière stupide et arrogante avec les gens, tout simplement. Alors, la plèbe, écoutant ces paroles de sagesse, applaudit. Et un ancien, un cheveu gris, prend la parole et dit à Hatim, « Maître, ce que vous dites là, c'est du bon sens. On le sait, mais comment vous faites pour éviter d'agir de manière stupide avec les gens? Parce que dans la vie de tous les jours, il suffit d'un mot malheureux, d'une parole assassine qui crée un abîme profond. Nous sommes souvent emportés par nos émotions et nos paroles l'emportent souvent sur nos pensées. Comment faites-vous » Hatim regarde l'ancien et les gens et il leur dit « 4 choses me permettent d'éviter d'agir de manière stupide et arrogante avec les gens. 1, accepte l'ignorance des autres. 2, évite-leur de leur faire supporter ta propre ignorance. Et si tu es ignorant, dis-le, montre-le, car quand tu montres ton ignorance, tu la montres qu'une seule fois. Si tu la caches, tu la montres plusieurs fois. 3, sois généreux, car la générosité est une vertu plurielle. La générosité jointe au courage, cela donne héroïsme. La générosité jointe à la justice, cela donne équité. La générosité jointe à la miséricorde, cela donne indulgence. La générosité jointe à l'indulgence, cela donne la bienveillance et son plus beau nom. La générosité jointe à la douceur, cela donne la bonté, car la bonté d'âme appelle la bonté d'âme. 4, exige beaucoup de toi-même et bien des ennuis te seront épargnés. Alors, les propos d'Hatim ont été incarnés au cours du temps par différents personnages. Et du 7e siècle, il y a un grand personnage qui nous a laissé des traces extraordinaires au 16e siècle, après Jésus-Christ, du côté de la haute Renaissance à Florence, un gars qui a magnifié l'art par toutes ses pores. Et ce gars-là, sans connaître Hatim, certainement, a incarné les valeurs d'Hatim. Je parle de Michel-Ange. Parce que Michel-Ange a été un artiste hors pair, mais au-delà de l'artiste, ça a été un transmetteur. Michel-Ange disait déjà à son époque, un grand maître, c'est quelqu'un qui accepte d'être pillé par ses élèves. Il a tout partagé, il a tout donné, tout son savoir, toutes ses techniques. Il n'a rien caché. Et Michel-Ange disait toujours, il comparait la vie à des pierres, parce qu'il disait-il, avec des pierres, on peut construire des murs qui séparent, mais on peut construire des passerelles qui permettent les connexions les plus belles qui soient. Et il posait toujours la question à ses disciples, à ses élèves, à quoi sert une pierre? Et il attendait des réponses. À quoi sert une pierre? Et que répond Michel-Ange à cette question? À quoi sert une pierre? La brute la lance, le distrait chute à cause d'elle. Le paysan, fatigué par sa tâche, la transforme pour en faire un siège. Le promoteur l'utilise pour construire. Pour un enfant, c'est un jouet. Pour un poète, c'est tout un monde. Et pour nous, sculpteurs, derrière chaque pierre se cache, se devine une statue. Autrement dit, pour Michel-Ange, l'œil bienveillant de tout éducateur, de tout transmetteur, de tout dirigeant, si on veut l'adapter au monde moderne, est de deviner derrière chaque bloc de pierre que nous sommes tous, derrière chaque bloc de marbre que nous sommes à travers nos corps, de deviner la statue qui se cache. Autrement dit, quel est le degré de grandeur que vous accordez à l'autre quand vous êtes en face à face et dans la réciprocité de la relation avec les gens. Et en termes de grandeur, de magnanimité, il y a une femme extraordinaire qui l'a magnifiée parce qu'elle a été, parce qu'elle a vécu et parce qu'elle a dit et inspiré, 20e siècle. Une femme qui a vécu une enfance atroce, horrible, trahie par son père, qui a embrasé la cause nazie, qui a vendu ses enfants. Elle a dû se cacher aux Pays-Bas pour fuir l'horreur nazie et essayer de survivre. Ça ne l'a pas empêché de devenir une égérie, une icône du 7e art, une icône d'Hollywood, une femme pétillante, une actrice extraordinaire qui est devenue ambassadrice de l'UNESCO. Et je crois que nous, les hommes ou les femmes, on est tous tombés amoureux de cette femme à un moment donné. Je parle d'Audrey Hepburn. Je ne sais pas si ça vous évoque des souvenirs pour les anciens ou pour les jeunes, mais une femme extraordinaire. Et un jour, on lui a posé la question suivante quand elle était ambassadrice de l'UNESCO, mais quel est le secret de votre beauté? Et que répond Audrey Hepburn? Elle citait son poète favori, Samuel Livingstone, le poète de la douceur. Parce que je crois que nous avons besoin de douceur par les temps qui courent. Et que nous dit-elle alors, Audrey Hepburn? Elle nous dit,
Pour avoir des lèvres attirantes, prononcer des paroles de bonté. Pour avoir de beaux yeux, regardez ce qu'il y a de beau chez les gens. Pour rester mince et être dans une élégance comportementale, partagez votre repas avec ceux et celles qui ont faim. Et pour avoir de beaux cheveux, parenthèse, je rajouterai un beau crâne, elle ne le disait pas, pour tous les chauves qui sont présents dans la salle, histoire de, pour avoir des beaux cheveux, faites qu'un enfant puisse y passer sa main chaque jour avec tendresse. Car l'amour est à la tendresse, ce que le soleil est à l'été, ce que les fleurs sont au printemps, ce que les couleurs sont à l'automne, ce que la neige est à l'hiver, c'est la mélodie sublime de la relation à soi, aux autres et au monde. Mais on n'a pas besoin de s'appeler Audrey Hepburn ou Hatim le sage ou être dans le talent de Michel-Ange pour pouvoir raisonner avec les gens. Et on peut être tout simplement des héros ou des héroïnes du quotidien, de l'ordinaire. Et j'en ai rencontré une dernièrement, il y a 3 mois, extraordinaire, une rencontre fabuleuse qui permet de croire toujours en l'homme, en la femme et au monde. Au Vietnam, j'y étais pour une intervention conférencière. Et chaque matin, je prends le temps d'aller courir pour découvrir la ville, pour découvrir les gens, parce que la course n'est qu'un prétexte à rencontrer les gens. Les plus beaux paysages restent les visages. Donc je suis au bord du Mékong et je pars le matin à 5h30 et je croise. Je croyais que c'était un homme, un pêcheur. Je passe, 5h30 du mat'. 1 heure après, je reviens, à 6h30, je retrouve toujours cette même personne assise, la même position, la canne qui n'a pas bougé. Elle est stoïque, ça m'intrigue. Et je me dis, tiens, du côté du Mékong, qu'est-ce qu'on pêche? Alors j'essaie de trouver l'épuisette ou le seau et il n'y a rien. Ça m'intrigue. Alors je commence à tourner, à regarder, il n'y a rien, et elle me voit. Connexion par le regard, et elle me fait un signe. Elle m'invite à s'asseoir à ses côtés. Je suis honoré et je m'installe à côté de cette personne et je découvre que c'est une femme, une vieille, une ancienne, cheveux gris. Le démon du temps a fait du visage humain une démonstration de vanité, mais elle est là. Et j'attends qu'elle me dise quelque chose, forcément. Elle m'a invité à m'asseoir. 1 minute, 2, 5 minutes, 10 minutes, pas un mot. C'est impressionnant quand vous restez assis pendant 10 minutes à côté de quelqu'un qui vous a invité et qui ne vous dit rien. Et à un moment donné, je regarde ma montre parce que, hélas, j'avais une conférence qui m'attendait, je devais partir. Alors je suis gêné, je regarde ma montre et là, elle me capte, elle me dit « Quand le temps presse, il t'oppresse ». J'ai trouvé ça fascinant. Et alors je lui dis « Mais vous pêchez quoi ?» Et elle me dit « Je ne pêche pas. J'observe le fleuve. » Je dis « Mais la canne, c'est qu'un prétexte pour pouvoir être là, avec la nature. Parce que, me dit-elle, quand vous avez compris que vous n'êtes rien, c'est la sagesse. Quand vous avez compris que vous êtes tout, c'est l'amour. Et entre les deux, comme le fleuve qui s'écoule là devant moi, ma vie s'écoule. Alors, pour être dans une logique de bascule d'ego à écho, mettez de la saveur dans vos mots avant de parler. Mettez de la lumière dans vos yeux avant de regarder. Mettez de la joie dans votre don avant d'offrir. Mettez de la détermination dans votre engagement avant d'agir. Et vous verrez combien la capacité à raisonner avec soi, avec les autres et avec le monde aimera séjourner de manière durable et douce chez vous, chez nous tous.